J'avais très peur de l'échec. Je me souviens d'un jour où je me suis trouvé dans une circonstance où j'avais reçu beaucoup de critiques et un ami très cher m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il faut à la fois avoir beaucoup travaillé, mais faire quelque chose que personne d'autre que vous n'aurait fait. Quand vous apportez ça, on vous écoute. Je suis avec Jacques Attali, auteur, économiste, conseiller de président, fondateur d'ONG ou encore chef d'orchestre. Il a été le conseiller de François Mitterrand, a créé 4 institutions internationales, dont Action contre la faim et Positive Planet. Il est l'auteur de plus de 80 livres, traduits dans 22 langues et vendus à 9 millions d'exemplaires. Que l'on soit d'accord, la politique ne m'intéresse pas. Via cet échange, on essaie de mieux comprendre la psychologie d'un homme au désir de ne pas se conformer aux cases qu'impose la société. C'est fascinant de voir les émotions qu'il génère d'admiration ou d'agressivité. Et comme pour faire cartonner notre business, ça demande d'embrasser un niveau de critique plus grand, tu vas pouvoir découvrir sa manière à lui de gérer le jugement d'autrui. Qui êtes-vous? Comment vous pouvez vous présenter aujourd'hui? Vous savez, on essaie toujours de faire entrer des gens dans des étiquettes avec une case. Vous, on voudrait que vous soyez journaliste et rien d'autre, ou quelque chose et rien d'autre. Mais dans la vie, on est beaucoup de choses. Personnellement, j'ai jamais voulu choisir autre chose que la liberté, refuser de faire un métier qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre, avec justement cette règle précise. Si quelque chose peut être fait mieux par quelqu'un d'autre, je le fais pas. Et je ne cherche à faire que des choses vraiment personnelles, avec une obsession, c'est être utile. Faire quelque chose qui puisse aider les autres, qui est aussi un acte égoïste, parce que je trouve du plaisir à aider les autres, comme j'ai toujours trouvé du plaisir très jeune à enseigner. J'étais professeur à 22 ans. J'ai toujours trouvé du plaisir à faire en sorte que les gens soient heureux, autour de moi ou plus largement. Et j'ai toujours trouvé du plaisir à me poser la question, est-ce que ce que tu fais aura un impact utile dans 20 ans ou dans 30 ans? C'est pas seulement à court terme, c'est dans une vision long terme. Oui, à court terme, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est quelles conséquences à moyen ou long terme ça aura. Voilà. À partir de là, on est ce qu'on est. Moi, j'ai eu envie d'enseigner, j'ai envie d'écrire. Les circonstances ont fait que j'ai pu agir, que j'ai pu faire de belles études, que j'ai pu me retrouver dans certaines circonstances où j'ai pu servir mon pays et créer en effet des instituts internationales et trouver un public en écrivant. Donc c'est ainsi que la vie s'est construite, progressivement. Vous parlez de case, ça me parle beaucoup. J'ai un ami qui a créé un spectacle qui s'appelle Unclassified, parce qu'il n'avait pas envie qu'on le mette dans une case. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, non mais Jacques, il faut que vous choisissiez, c'est écrivain, c'est journaliste? Tout le temps. Quand j'étais étudiant, j'ai passé mon temps à dire non. On voulait que comme j'ai fait d'abord des maths, on voulait que je continue à faire des maths. J'ai dit non, je vais faire autre chose. Quand j'ai fait autre chose, on m'a dit il fallait être ingénieur. Non, je veux pas. J'ai passé mon temps à dire non dans mes études pour tout le temps chercher. Non aux autres qui voulaient me mettre dans une case. Quand j'ai eu la chance de pouvoir créer une institution internationale à Londres, une grande banque internationale. Quand je suis arrivé à Londres, les journalistes m'ont dit « Mais vous n'êtes pas banquier professionnel ?» J'ai dit « Non, je suis pas banquier, je suis écrivain. » Ce qui, évidemment, pour un banquier était une provocation et a été très reçu comme tel parce que je refuse d'être dans une case. Mais en effet, tout au long de ma vie, on a voulu m'y mettre. Et c'est vrai qu'en particulier dans la société française, ne pas être que quelque chose, c'est suspect. Quand on est deux choses à la fois, c'est que forcément on est très mauvais dans les deux. On peut pas être bon dans deux choses. En tout cas, c'est intolérable pour beaucoup de gens, mais il faut pas regarder le regard des autres, faut essayer d'être soi-même. Et justement, dans mon audience, j'ai beaucoup de personnes qui osent pas démarrer des projets, oui. Que ce soit des projets associatifs, entrepreneurial, un tour du monde, parce qu'ils ont peur que leur famille, leurs amis, mais aussi des inconnus les critiquent. Ce serait quoi votre conseil quand on est effrayé à l'idée de ce que les autres vont penser de nous? J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Devenir soi, où j'essaye d'expliquer comment devenir soi, comment trouver la force intérieure de faire ce qu'on a envie de faire. Il y a beaucoup d'étapes à respecter pour ça. La première étape, c'est se respecter, se prendre au sérieux, considérer que soi, c'est important, que c'est pas secondaire, qu'on n'est pas quelque chose qui ne vaut rien. Se respecter. Et ça vaut pour des tas de dimensions. Se respecter, c'est d'abord être propre, ne pas gaspiller son temps à des choses sans intérêt, c'est se prendre soi-même au sérieux. La deuxième chose, c'est quand on se prend au sérieux, de se rendre compte que le temps va vite, le temps passe vite, que la vie c'est très court, très très court, et que il faut utiliser au mieux ce temps bref. La troisième chose, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est de chercher véritablement en quoi on peut faire quelque chose qui à la fois vous rend heureux et utile. Quand on a fait ça, à ce moment-là, on peut arriver à se moquer complètement du regard des autres. Parce que justement,
on va apporter quelque chose aux autres et on va être soi-même. Et on se moque du regard de ceux qui n'ont pas le courage d'être eux-mêmes. Plus on a un succès qui est grand, plus on va avoir des personnes qui vont adorer notre travail, d'autres personnes qui vont être neutres et des personnes qui vont moins aimer, peu importe ce qu'on fait. Comment on le vit quand c'est à échelle nationale, c'est-à-dire que c'est plus 3 personnes, mais ça peut être 50 000 qui adorent, 50 000 qui sont neutres, mais aussi 50 000 qui n'aiment pas. Est-ce qu'il y a des fois dans votre parcours où ça a été difficile, des critiques de médias bien sûr. On ne peut pas ne pas trouver de l'importance aux critiques. D'abord, le premier critique, ça doit être soi-même. On doit être très exigeant avec soi-même. Et on doit, en principe, ne pas laisser sortir si on est écrivain, pas laisser sortir un texte sans être content de soi. On doit être son plus sévère critique. À partir du moment où on a été son sévère critique, les critiques des autres... Elles sont en dessous. Non, elles sont à ce moment-là de 2 catégories. Elles sont des gens qui vous critiquent par jalousie ou par mesquinerie ou pour des raisons tactiques, politiques ou de carrière. Ça, on peut les écarter. Et puis il y a des critiques qui sont fondées, qui vous disent non mais t'aurais pu faire mieux, ou c'est complètement idiot, ton raisonnement est faux. Ça, il faut les écouter. On apprend beaucoup des critiques. Il faut vraiment avoir l'humilité de s'enrichir des critiques. En effet, le risque, c'est de se faire abattre par une critique. Je me souviens d'un jour où je me suis trouvé dans une circonstance où j'avais en effet reçu beaucoup de critiques, tout en trouvant que ces critiques étaient injustes. Et un ami très cher m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit « Tu as droit à 24 heures de découragement. » Voilà. Il faut ne pas s'octroyer plus que 24 heures de découragement. Donc pendant 24 heures, j'ai le droit de vivre ce que j'ai à vivre et je me sens mal. Mais demain, je me lève et on continue. On continue ou on fait autre chose. Mais en tout cas, en anglais, il y a un mot qui est the grit, qu'on traduit en français par l'agnac. Ouais. C'est très important. Et l'agnac, elle vient de la conjonction du respect de soi et du sentiment de l'urgence, de la brièveté de la vie. Quand on a ces 2 choses en même temps, on a l'agnac. J'avais tout à l'heure Marc Simoncini qui disait en gros, voilà, moi je l'ai eu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer, travailler? Bien sûr, on est avec. Non. Il y a différentes façons de travailler. On peut le travailler parce qu'on découvre très vite qu'on a une passion et qu'on est doué pour quelque chose et que ce quelque chose va vraiment nous remplir de bonheur. Donc, ça, c'est une façon très positive de le trouver. Quand on n'a pas ça, parce qu'il y a malheureusement pas tout le monde qui découvre à 15 ans qu'il sera un bon couturier ou un bon boulanger ou un génie au piano, et beaucoup de gens qui ne découvrent pas ça. Et qu'il découvre plus tard. À ce moment-là, il y a une deuxième façon de faire, c'est d'avoir peur de l'échec. Moi, ça m'a beaucoup animé. J'avais un grand sentiment de la brièveté de la vie et de l'importance de me respecter moi-même. Et j'avais très peur de l'échec. Et la peur de l'échec est une formidable motivation pour travailler, faire les choses. Alors justement, j'aimerais qu'on ait plus d'explications parce que je vois beaucoup de personnes qui me décrivent leur peur de l'échec comme étant leur plus gros problème dans leur vie. Alors comment on transforme cette peur de l'échec en un moteur? La peur de l'échec est un moteur. La peur de l'échec, c'est l'obligation de faire plus. Quand j'étais étudiant très jeune, et puis ensuite j'ai trouvé ça tout au long de ma vie, j'ai eu peur de mal faire, de pas réussir un examen, de pas réussir un concours, d'écrire un mauvais article, de faire un mauvais texte. La meilleure réponse à la peur, c'est de travailler plus, travailler davantage. C'est vrai qu'il y a un moment où il y a une sorte de mur invisible à franchir. C'est la peur ou le sentiment qu'on va échouer vous amène à renoncer. C'est ce que j'appelle les résignés réclamants. Les gens qui sont résignés mais qui réclament quand même leur part du gâteau mais qui sont résignés à pas faire grand-chose. Résignés réclamants. Ou alors on se dit, ce mur-là, c'est pas un vrai mur, ça n'est que du papier. Et avec ma volonté, je vais le franchir. Et avec la volonté, on le franchit. Mais la volonté, encore une fois, ça peut venir soit d'une passion, un sentiment intérieur que ça vous habite, soit la peur. Et la peur dans bien des cas, suffit à franchir ce mur. Vous parlez de travailler dur. J'imagine que quand vous avez démarré votre carrière, vous n'étiez pas le seul étudiant à avoir des aspirations. Comment vous expliquez que vous arrivez à avoir une carrière jusqu'à pouvoir conseiller des présidents, les côtoyer, travailler avec eux, faire des écrits? Les études ne sont pas tout.
des études déterminent pas une vie. Bon, il se trouve que moi j'ai fait des études supposées très réussies dans les critères de réussite française. Mais il y a des tas de gens qui ont fait des études très réussies, qui n'ont rien fait de leur vie. Et il y a des tas de gens que je connais bien, qui n'ont pas fait d'études du tout et qui ont des vies absolument passionnantes. À un certain moment, c'est autre chose qui joue. C'est l'authenticité, la réflexion personnelle, la volonté. Un exemple un peu différent qui est la direction d'orchestre, qui est pas un métier pour moi, mais qui est une activité auquel j'attache une grande importance. C'est beaucoup de travail. Mais à un moment, ce travail vous met face à des musiciens. Si on n'a pas beaucoup travaillé, ils vont le voir très vite, et vous êtes discrédité. Mais si vous avez seulement travaillé, et pas quelque chose qui vous anime, qui est une vision de l'œuvre, une originalité particulière, vous n'allez rien faire. C'est vrai en tout. Il faut à la fois avoir beaucoup travaillé, mais se débarrasser de ce travail pour aller dans l'authenticité, la sincérité, l'originalité. Encore ce que je disais tout à l'heure, faire quelque chose que personne d'autre que vous n'aurait fait. Quand vous apportez ça, on vous écoute. Et pour vous, ça a été au début par vos écrits, vos rapports? Encore une fois, j'ai fait des études supposées très brillantes en France. Donc, dans la société française, quand on a le genre d'études que j'ai faites, toutes les portes s'ouvrent. Mais elles peuvent se refermer très vite, parce qu'il y a des tas de gens qui ont fait les mêmes études que moi et qui n'ont rien fait de leur vie. Les portes s'ouvrent juste à la sortie, et en fonction de ce qu'on va en faire, elles vont se refermer ou s'ouvrir encore plus. Voilà. Et je ne me suis pas contenté de ces études dont j'aurais pu me contenter pour avoir une vie en roue libre aimable, mais j'ai recommencé à zéro, c'est-à-dire j'ai fait des études de maths, puis des études de lettres, puis des études de philo, puis des études d'économie, puis des études de droit, à chaque fois en recommençant à zéro, comme si j'avais rien fait. J'étais en situation de défis permanents nouveaux. Enseigner, écrire, voyager, et puis j'ai saisi les occasions qui sont venues. Mais j'ai dit non souvent. J'ai dit non quand on m'a proposé d'être candidat à une élection, j'ai dit non quand on m'a proposé d'être parlementaire, j'ai dit non d'être candidat pour être parlementaire, j'ai dit non quand on m'a proposé d'être ministre. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'être le principal collaborateur d'un président de la République, et que c'était plus influent que d'être ministre. Puis j'ai souvent eu l'occasion de dire ensuite que l'avenir d'un écrivain, c'est d'être écrivain, tandis que l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre. Et je préfère des choses qui durent que des choses de passage. Je préfère faire des choses que je crée. Je me suis trouvé confronté à une situation de grande famine en Somalie il y a très longtemps. Je me suis dit, ça sert à rien d'écrire un texte pour dire il y a une famine, il faut tirer la sonnette. J'ai créé Action contre la faim avec quelques amis, qui est aujourd'hui une très grande organisation. Il y a un moment comme ça pour vous qui a été fort dans les résultats que ces organisations ont pu créer? Non, c'est le fait qu'elles existent et qu'elles soient pérennes. Je suis très fier de ce que fait Planète depuis 20 ans, où quand je vais dans un pays ou dans un quartier en France et que je vois des gens qu'on a aidés, c'est formidable. C'est une grande joie, mais j'ai beaucoup d'humilité devant cette joie. Je n'en tire pas ni de gloire personnelle. Je crois que l'humilité est très importante par rapport à ce qu'on fait. Tout simplement parce que je le fais pas pour dire, ou pour m'inventer, ou pour... j'en parle jamais. Mes collaborateurs disent que j'en parle pas assez d'ailleurs, parce que je raconte pas assez les choses extraordinaires qu'on fait. Et on fait des choses magnifiques à travers le monde. J'en suis très fier. Dans la tradition juive, on dit qu'il y a 8 échelles dans la générosité. L'échelle la plus basse, la moins intéressante, c'est de donner de façon ostentatoire. Vous donnez à un pauvre dans la rue, ou vous donnez dans un dîner de charité, en levant la main. Ça, c'est la façon la plus vulgaire. C'est de se vanter de ce qu'on fait. Alors, il y a 7 degrés. Le 7e, l'avant-dernier, le plus élevé, c'est de prêter de l'argent avec le moins d'intérêt possible à quelqu'un pour qu'il développe son propre projet. Donc, c'est aider quelqu'un soit sous forme d'argent. C'est écrit dans les textes religieux. Oui. Maïmonide a développé cette hiérarchie. Et le 8e, le plus élevé dans la générosité, c'est d'associer un pauvre à ses propres affaires. C'est-à-dire? Ça veut dire, métaphoriquement, de considérer que nous sommes tous des êtres humains, que nous sommes tous des frères, et que celui qui est fragile, on doit non pas lui donner de quoi manger demain, mais on doit le considérer comme notre égal et l'associer aux aventures que nous menons nous-mêmes pour créer des richesses nouvelles. Donc par exemple, demain, imaginons que quelqu'un qui nous écoute, ou moi, j'ai envie de faire ça pourrait prendre quelle forme? D'abord, c'est la métier de Positive Planète
partout à travers le monde, y compris dans les quartiers, parce qu'on fait pas ça pour tout le monde, mais on fait ça pour les plus fragiles. On conseille, on aide, on oriente, on assiste les gens en difficulté pour les aider à découvrir leur projet et à le créer. On a créé des milliers d'entreprises comme ça en France. Statistiquement, on a compté qu'on a aidé 11 millions de familles à créer leurs activités à travers le monde. Et puis, si quelqu'un a un projet que j'estime intéressant, je peux pas tout faire, mais il m'arrive tous les jours d'orienter des gens qui m'écrivent vers telle chose, de leur dire votre projet n'est pas au point, ou parfois de l'accompagner de conseils. Donc ça va plus que de je donne de l'argent, c'est vraiment je conseille, j'éduque, je forme. Donner de l'argent, ça n'a pas de sens en soi. Ce qui compte, c'est parfois même trompeur. C'est d'éduquer, c'est de former, c'est de créer les conditions du devenir soi pour que chacun ait la confiance en lui-même et créer un projet qui tienne la route. Vous avez écrit un livre sur les chemins de l'essentiel. Est-ce que vous pouvez partager 2-3 choses essentielles comme ça, que ça soit cinéma, lecture ou un lieu à visiter, qui vous ont marqué dans le livre? J'avais écrit ce livre qui s'appelle Devenir soi, où j'avais essayé de montrer les étapes pour se trouver et pour réaliser ses propres projets. J'ai pensé utile de le compléter avec un autre livre où j'essaye de donner ce qu'il faut absolument avoir lu, vu, entendu dans une culture absolument universelle. C'est pas un livre spécialement français, c'est un livre international, et je pense que après avoir beaucoup de temps, que si on a vu, lu tout ça, qui ne prend pas beaucoup de temps, je pense qu'on a non seulement une culture, mais on a surtout appris des choses utiles, parce que ce qu'on voit pas assez, c'est combien la littérature, la musique, la peinture, le cinéma nous disent des choses du monde, nous disent, sont toujours des récits, l'histoire, même la musique, sont des récits. Une œuvre musicale, une chanson ou ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire. Même si c'est pas une chanson, même une symphonie raconte une histoire. Le récit d'histoire, ça a plusieurs intérêts. Premièrement, ça nous fait vivre d'autres vies, et on les vit tout aussi intensément, parfois même plus intensément que notre propre vie. Et votre vie est beaucoup plus intense dans le personnage que dans votre vie réelle. Et donc, ça permet de vivre plusieurs vies, ce qui est une chance quand on a une vie si courte que la nôtre. Ça permet d'apprendre comment les autres se comportent, quand on voit les comportements des personnages, des films, des livres, des romans, etc. Et donc, ça nous met dans la vie réelle, en situation de mieux savoir comment les autres vont se comporter, à la fois pour être plus en situation d'empathie, parce qu'on aura compris les autres, mais aussi en situation de défense par rapport aux autres, quand on aura compris les risques. Alors donc, je vais donner à chaque fois 10 œuvres fondamentales, puis 30 œuvres un peu moins fondamentales, puis 100 œuvres encore moins, un peu moins fondamentales. Ça fait à chaque fois 140 œuvres musicales, tableaux, films et romans. Donc, et par exemple, dans tout ça, comme ça, s'il y en avait trois choses qu'on doit absolument voir. S'il y avait un roman, je dirais Le Comte de Monte-Cristo, parce que je crois que c'est le roman absolument très facile à lire. Et puis c'est un thème majeur de la vengeance, qui est justement quelqu'un qui est en situation de subir une extrême injustice et qui s'en sort et décide d'aller au mieux de lui-même, de faire le bien, mais en même temps de ne pas oublier de se venger de ceux qui ont fait le mal. C'est un roman absolument magnifique. Si j'avais à citer une œuvre musicale, aujourd'hui je vous dirais Les Nocturnes de Chopin, parce que c'est une œuvre qui indique, qui vous fait vivre très profondément la sensibilité de l'âme, qui exacerbe tout ce qu'il peut y avoir de plus affectueux, féminin, généreux, du dépassement de soi. S'il y avait un tableau à l'heure où nous parlons, je dirais peut-être un portrait de Goya, parce que c'est une jeune femme que je trouve très belle. Évidemment, elle l'a vécu au début du 19e siècle, je la verrai jamais. Mais je pense que si je l'avais rencontrée, j'aurais été très amoureux d'elle. Quant à un film, je dirais peut-être, Le Dictateur de Chaplin, parce que c'est aujourd'hui un film d'une immense actualité, qui reste une beauté plastique, une invention extraordinaire, mais qui en même temps nous parle de politique et nous parle de façon incroyablement prémonitoire des dangers du nationalisme, du populisme, de la dictature. Cet intérêt pour l'art, ça vous a aidé dans les conseils de politique, par exemple? La culture, ça permet de comprendre le monde et de comprendre le comportement des autres. Et donc, si on est en situation d'avoir à réagir à une situation géostratégique particulière, le fait de savoir comment d'autres, dans les romans ou au cinéma, ont répondu à des situations archétypales du même genre, même c'est pas les mêmes, mais du même genre,
C'est très important. Je voudrais ajouter peut-être quelque chose que certains de mes collaborateurs connaissent, mais que je donne souvent comme conseil. J'ai dit tout à l'heure, se respecter soi-même, prendre conscience de la brièveté du temps, trouver quelque chose d'utile. Mais j'ajouterais qu'il y a 4 défauts qu'on considère comme des défauts, qui sont des défauts quand ils sont portés de façon paroxystique, mais à toute petite dose, c'est des qualités. Premier défaut, c'est la mégalomanie. C'est un défaut parce qu'on se prend pour, c'est avoir la grosse tête, comme on dit simplement. Mais à petite dose, c'est une qualité parce que la mégalomanie, ça veut dire j'ai des projets. Je ne me contente pas d'une petite vie, j'ai des projets. Deuxième défaut, qui à petite dose est une qualité, c'est la paranoïa. Se méfier de ses ennemis. Alors quand on a ça à grande dose, on peut pas vivre parce qu'on a l'impression que tout le monde est votre ennemi, que on est paralysé. Mais par contre, c'est très important quand même d'avoir un peu de paranoïa parce qu'il faut vraiment avoir conscience des risques externes, Qui peuvent être différents de risques humains, ça peut être d'autres formes de risques. Toute forme de risque. Il faut vraiment tout le temps se préoccuper des risques, ne serait-ce que pour savoir quoi faire. Si vous êtes en situation de vivre dans un pays où il y a des risques énormes, vous devez réagir et puis peut-être partir. Donc il faut vraiment être conscient des risques. On peut appeler ça paranoïa, on peut appeler ça lucidité aussi à l'égard de l'environnement. Troisième défaut, c'est l'hypocondrie. Alors c'est un mot un peu savant pour dire se croire toujours malade. En fait... Alors comment à petite dose ça nous sert? À petite dose, l'hypocondrie, c'est se méfier de soi-même. Être tout le temps en regard de soi-même et se dire je peux me tromper, je peux faire des bêtises, je peux être emporté par la colère, je peux ne pas me respecter. Un hypocondrique, c'est quelqu'un qui se respecte puisque il est obsédé par le fait d'être malade, donc il va respecter son corps, il va faire de la gym, faire attention à ce qu'il fait de ça. Et le quatrième défaut, qui est alors encore plus surprenant, parce que vraiment c'est un défaut épouvantable, que je n'encourage personne à avoir, mais à dose infinitésimale, une petite goutte, mais vraiment infinitésimale et utile, c'est la mythomanie. Il n'y a rien de pire. Un mythomane, c'est quelqu'un qui va vous raconter que il a déjeuné avec le président de la République et qui va dîner avec la reine d'Angleterre, et il finit par y croire, et c'est une maladie mentale extrêmement dangereuse, c'est celle des escrocs, donc c'est un défaut. Mais j'ai constaté que quand vous êtes en situation d'avoir un projet très fort, que vous y croyez vraiment, et que vous vous mettez en situation de faire comme s'il était déjà en train de se réaliser, ben ça aide à le réaliser. Mais il faut garder la lucidité pour ne pas aller trop loin dans ce déséquilibre. Je lisais un livre sur Steve Jobs, il parlait de la distorsion de la réalité, de la capacité de certains leaders à tordre la réalité et du coup... À la créer. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, est-ce que dans votre parcours, aussi le parcours des personnes que vous avez pu côtoyer, de différents univers, que ce soit artistes, politiques ou autres, est-ce que vous voyez que c'est un point commun chez les personnes qui réussissent? Le mot réussir ne me convient pas parce que c'est pas de réussir, il s'agit d'être soi-même. Les gens qui réussissent à être eux-mêmes, qui peuvent finir en étant eux-mêmes, à être paysans parce qu'ils sont heureux d'être paysans ou... C'est une vie qui leur correspond. Voilà. Ce sont des gens qui ont d'abord cherché au fond d'eux-mêmes qui ils étaient. Je vis plus entouré d'artistes que de politiques. Hein. Mes meilleurs amis sont des musiciens, des chanteurs, des peintres. Et j'ai constaté que ces gens-là, la chose la plus importante, c'est la recherche authentique de qui ils sont. Quitte à ce que, et c'est parfois, je pense à quelqu'un qui était jusqu'à sa mort extraordinairement précoce, mon meilleur ami, Michel Berger. Michel, c'est quelqu'un qui a échappé à son univers familial, qui a échappé à tout ce qu'on voulait lui imposer, parce qu'il avait en son fort intérieur quelque chose de très fort, qui était un talent incroyable. Et qui a réussi à se faire respecter dans la douceur. Et donc je pense que la qualité principale, même si je suis pas sûr d'être parvenu moi-même, j'ai conscience de mes fragilités, de mes défauts, de mes faiblesses, de mes échecs, que j'essaie de combattre tous les jours. Il n'y a pas de pire critique de moi que moi. Hein. Et c'est une des recommandations que je ferai à tout le monde. Mais c'est d'abord chercher à échapper au déterminisme. Parce qu'après, on se retourne à un moment quelconque de sa vie, que ce soit à 30 ans ou à 70 ans, en se disant, mais qu'est-ce que je fais là? Il faut jamais être en situation d'avoir à dire, qu'est-ce que je fais là? Si on se dit, qu'est-ce que je fais là? Mais il faut fuir. C'est que ça fait trop longtemps qu'il y a déjà un problème. Oui. C'est déjà bien de se dire, qu'est-ce que je fais là? Ça veut dire qu'on en a pris conscience. Mais si on se dit, qu'est-ce que je fais là? Ben, il faut vraiment en tirer les conséquences. Par rapport à cette notion de réussite, on est dans une société où, en particulier avec les réseaux sociaux, il y a vraiment, je vois en tout cas chez beaucoup de jeunes, le désir d'être le prochain youtubeur, le prochain
influenceur sur les réseaux sociaux, il y a cette idée un peu de réussite sociale et réussite financière. Dans ce que vous m'exprimez, vous replacez la réussite autrement, qui est vivre une vie qui me correspond vraiment, se trouver soi. Et une vie utile. Et une vie utile. Oui. Du coup, quel conseil vous aimeriez donner à un jeune de 18 ans qui nous écoute, qui est un peu obnubilé dans « je veux gagner beaucoup d'argent et je veux être connu » et qui ça l'obsède parce que il a l'impression par les médias et parce qu'il voit que s'il a ça, ben il va être heureux. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je pense que c'est tragique comme choix parce que ça le condamne à se retrouver dans l'enfer dans 10 ans. Un choix de ce genre, qui est un choix qui consiste à essayer d'être très vite une star dans un univers où les stars sont éphémères, fait que il n'a pas de base, il n'a pas construit de base, il n'a pas créé les conditions de se doter de compétences spécifiques. Il va être une étoile filante. Donc même s'il y arrive, il sera une étoile filante et il sera affreusement malheureux quelques années plus tard. Sauf si, en construisant ainsi, il se dit « je suis au service d'une cause », quelle que soit la cause, je suis au service d'une cause, et je suis à la fois quelqu'un qui va influencer dans la direction d'une cause qui a du sens. Alors, la cause, ça peut être aussi futile apparemment que le maquillage bio, et c'est bio, donc c'est aussi utile, ou une cause, le climat, ou une cause comme celle que nous défendons dans la Fondation, travailler dans l'intérêt des générations suivantes, parce que nous faisons un Positive Planète, mais au moins avoir du sens qui se dépasse lui-même. Mais s'il n'accumule pas des compétences, mis à part les cas extrêmement rares de gens qui commencent par être des stars très jeunes et le restent tout au long de leur vie, qui sont très rares. Et ça s'explique d'ailleurs ceux qui arrivent à faire ça ou c'est juste de la chance selon vous? C'est beaucoup de travail, c'est un travail fou. Si vous prenez des cas, d'abord beaucoup d'entre eux ont des vies très brèves. Bref, dans le sens qu'ils meurent tôt. Ben oui, on connaît le plafond de verre des 27-28 ans auquel se sont heurtés Jadis Joplin et tellement d'autres génies. Comment vous l'expliquez? Dans ce cas-là, c'était facile, c'est à expliquer. C'était la drogue, c'était la démesure dans toutes les formes. J'en ai connu des comme ça. Mais si on veut avoir une vie longue et utile, ou longuement utile, il faut commencer vraiment par se trouver. Il y a un livre qui m'a toujours été très précieux, un écrivain américain qui s'appelle Carlos Castaneda, qui a écrit une longue série de 4 livres qui racontent ses rencontres avec un sorcier yaqui. C'est un livre qui a eu une énorme influence sur la culture américaine. Le premier de ces livres s'appelle Teachings of Don Juan, les enseignements de Don Juan. Il a été traduit en français par L'herbe du diable et la petite fumée, parce que c'est aussi une réflexion sur la drogue. Et comment ce dialogue entre le sorcier yaqui et celui qui vient le voir, l'anthropologue, où l'anthropologue demande au sorcier, alors comment est-ce que je peux trouver la vérité? L'autre lui dit une seconde. Commence par ramper dans la pièce. Qu'est-ce que ça veut dire ramper? Rampe. Et trouve ta place. Et le livre qui est merveilleusement écrit, c'est un très grand texte, l'anthropologue, donc l'auteur, rampe, et à un certain moment, il a un sentiment de lumière, de légèreté, de clarté. Pendant qu'il rampe. Et il dit maintenant, on peut commencer la conversation. Il a trouvé sa place. Et donc, plutôt que de s'agiter frénétiquement très vite, il vaut mieux trouver sa place et savoir d'où on parle. Et quand vous dites qu'il a trouvé sa place, qu'est-ce qui fait qu'il a trouvé sa place dans cet exemple? C'est une métaphore, c'est un conte. Et il a trouvé l'endroit où il était le mieux placé pour vivre pleinement celui qu'il était. Alors, il y a des gens qui trouvent ça très jeune, il y a des gens qui trouvent ça jamais, et il y a des gens qui prennent beaucoup de temps à le trouver, puis il y a des gens, malheureusement, qui renoncent à le chercher, et qui sont ce que j'appelle les résignés réclamants. Imaginons une personne il y a une partie de lui qui lui dit « Tiens, c'est ça ma vie », mais qui est en train de se comparer à la vie d'autres personnes et du coup a du mal. Comment il peut se positionner entre, tiens, peut-être moi j'ai envie de créer une entreprise de 15 salariés et l'autre partie de lui qui lui dit non mais c'est pas assez parce que je serais plus reconnu par les autres si je crée une multinationale. Comment se trouver entre peut-être le projet, peut-être j'ai l'impression que ça me correspond vraiment mais en même temps je vais me comparer à l'extérieur. D'abord, il faut pas se comparer. Il faut essayer d'être soi-même. Si on essaie de se comparer, on va être que la pâle copie de quelqu'un qui a réussi autrement. Donc surtout pas se comparer. On peut avoir des modèles, mais pas se comparer. Deuxièmement, moi quand on me dit « où », je réponds « et ». Pourquoi choisir?
Pourquoi n'être qu'une chose? On peut être plusieurs choses à la fois. Mais pour être plusieurs choses à la fois, il faut être plusieurs fois soi-même. Donc il faut se trouver. Il faut passer beaucoup de temps à se trouver. Et se trouver, c'est pas une fois, c'est se trouver sans cesse. Nous, on passe notre vie à faire ça dans Positive Planet. On aide les jeunes à créer des entreprises. Donc on les aide à trouver un projet. Il faut passer beaucoup de temps à chercher le projet. Si vous lancez trop vite, vous allez échouer. Vous passez du temps à chercher le projet, faire une étude de marché, faire un business plan, trouver la confiance en soi, être sûr que c'est vraiment un projet qui a du sens, qui va marcher. À ce moment-là, ça marche. Notre expérience montre que quand on a passé beaucoup de temps avant, ça marche. C'est comme dans un film ou dans une chanson. Dans un film, la chose la plus importante, c'est le scénario. Dans un concert... Plus que la réalisation du coup. Beaucoup plus. C'est le temps qu'on a passé avant qui se voit pas. Dans un concert, la partie la plus importante, elle se voit pas, c'est le travail du chef d'orchestre et des musiciens, seul avec la partition. Ça prend un temps infini, ça se voit pas, mais si c'est mal fait, si c'est bâclé, le concert sera un échec. Donc ce qui compte, c'est le travail qu'on fait avant pour créer les conditions pour se trouver. Et on peut le faire plusieurs fois dans sa vie, on doit le faire plusieurs fois dans sa vie. J'ai une question, j'ai vu sur un article que vous aviez mis en relation François Hollande et Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez vu chez lui qui vous a fait vous dire potentiellement ça peut être quelqu'un qui devient président? C'est quoi le hasard de ma vie a fait que je rencontre, j'étais professeur à 22 ans, je rencontre beaucoup de gens. J'ai eu l'occasion de repérer beaucoup de jeunes. François Hollande était mon assistant avant. Mais qu'est-ce que vous voyez en fait chez un jeune pour vous dire il a quelque chose ou elle a quelque chose? D'abord, presque tout le monde a quelque chose. Yes. Presque tout le monde a quelque chose. Je connais pas grand monde qui n'ait pas quelque chose. Et il m'est arrivé dans de très nombreuses circonstances de mettre quelqu'un en situation de l'aider à faire en sorte qu'il soit ce qu'il a envie d'être. Très souvent. Alors là, François Hollande était mon assistant comme Emmanuel Macron, donc ce sont des cas un peu visibles, parce que ce sont des métiers très, très visibles. Mais si vous écoutez les autres, si vous leur donnez du temps, vous allez vous rendre compte que presque tout le monde est génial dans quelque chose. Mais il y a peut-être trop de personnes qui prennent pas la voie qui leur correspond pas, donc ils découvrent pas là où ils sont géniaux. Voilà, exactement. Et alors juste pour revenir, pour voir, dans le cas de ce contexte-là, où on est face à une personne qui a un projet, qui a un rêve qui lui correspond, vous voyez quoi pour vous dire, ce jeune-là, lié à ce rêve-là, non pas il est génial dans le sens qu'il est plus qu'un autre, mais qu'est-ce que vous voyez pour vous dire, il a ce qu'il faut pour être président? Président, non, d'abord ça c'est un concours de circonstances qui fait qu'on est président presque toujours. En tout cas, tous ceux que j'ai connus, s'il n'y avait pas eu tel événement, il n'aurait pas été. Donc, il ne faut pas construire une carrière là-dessus. On peut construire une carrière sur le désir d'être utile, sur le désir de servir. Et tous ceux qui ont été présidents de la République jusqu'à présent avaient ce désir chevillé au corps, en tout cas pour la société française, en tout cas dans les grandes démocraties, c'est toujours ça. Ça se résume pas à une ambition personnelle. Ceux qui ont une ambition personnelle seulement ne vont pas très loin. Mais ceux qui ont... je pense, et ça ramène au fondement de ce que je vous disais depuis le début, il faut travailler dans l'intérêt de l'avenir, dans l'intérêt des générations suivantes. C'est vrai, un père de famille travaille en permanence en se disant est-ce que je sacrifie ce que je fais aujourd'hui dans l'intérêt de mes enfants? Un président de la République, ou quelqu'un qui a envie de devenir président de la République, ou quelqu'un qui mériterait d'être président de la République, c'est quelqu'un qui se pose toujours la question de savoir si ce qu'il fait sera utile à 20 ans. Et moi, je regarde toujours les gens dans tous les domaines. Je pense à Michel Berger ou à un autre de mes amis très chers, qui est très proche, qui était Michel Coluche. C'est des gens qui pensaient à très long terme. Très long terme, c'est sur combien de temps? 20 ans, 30 ans. Bon, c'est ce que leur auteur... quand Michel a créé les Restos du Cœur, tout de suite après, c'était « qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire d'autre ?» Qu'est-ce qu'il y aura? Et il était déjà en train de travailler sur un autre projet quand il a eu son accident. Et pour moi, c'est le bon critère. C'est des gens qui se disent... qu'est-ce que je peux apporter à très long terme? Voilà. C'est exactement ça. Qu'est-ce que je peux apporter à très long terme? Et ça, si vous avez ça en ligne, c'est la condition du bonheur. Si vous prenez même l'exemple très simple de quelqu'un qui fait du ski, si vous faites du ski, du slalom, si en passant une porte de slalom, vous pensez à la porte à laquelle vous passez, vous allez tomber. Par contre, si vous pensez à la porte d'après, vous allez passer. C'est toujours en pensant à après qu'on réussit le présent. Comment on fait quand on est président, qu'on va être élu pour une durée qui est limitée, qui du coup à l'échelle de 30 ans est du court terme, pour à la fois
vouloir avoir un impact et en même temps avoir, j'en sais rien, hein, peut-être des contraintes liées à ce que je vais faire pour l'impact dans 30 ans, il n'est pas forcément apprécié par les personnes. C'est une très bonne question. C'est la différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme politique a envie d'être populaire, un homme d'État a envie de laisser une trace. Peu importe s'il est populaire ou pas. Et il fait de son mieux. Il peut se tromper, parce qu'on peut vouloir laisser une trace et se tromper complètement, faire faux. Parce que c'est pas parce qu'on pense à 30 ans qu'on a forcément raison. On peut faire d'énormes erreurs. Ça ne garantit pas de bien faire, mais ça garantit au moins d'y avoir pensé. Est-ce que pour vous, Obama, par exemple, c'est un homme d'État ou un homme politique? Ou ça c'était? Je vais vous surprendre, je dirais que c'est pour moi plus un homme politique qu'un homme d'État. Je pense qu'il a une élégance extraordinaire, un vocabulaire formidable, qu'il a fait d'assez jolies choses, qu'il a été représentant très digne et magnifique de l'Amérique, surtout quand on le compare à celui qui était après lui, mais que malgré tout, il n'a rien fait qui restera dans l'histoire américaine comme majeur. Il n'a pas été en situation de le faire, ou il n'a pas voulu. Est-ce que vous pensez que j'en sais rien, hein, son désir d'être apprécié par les gens l'empêchait du coup de faire des choses qui peut-être en auraient un impact plus long terme? C'est possible, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le président des États-Unis a du pouvoir, mais pas autant qu'on croit. Et parce il représente surtout son pays. Oui, que en politique intérieure, il a été très gêné par le Congrès, qui l'a empêché de faire ce qu'il voulait, en particulier sur la réforme de la santé, où il a fait des choses, mais pas autant qu'il aurait voulu. Et quand on regarde son action politique étrangère, il s'inscrit dans la continuité américaine, qui est un désengagement. Quand on dit que Trump dit des horreurs en politique étrangère, mais il y a une phrase très importante qui est « L'Amérique, à partir d'aujourd'hui, va diriger depuis l'arrière ». C'est pas Trump qui l'a dit, c'est Obama. Ça indique qu'il y a une grande continuité dans le repli américain, qui d'ailleurs nous laisse un espace à nous, Européens, pour penser l'Europe orpheline de l'Amérique comme ayant les moyens de devenir une superpuissance. Quand on regarde le monde à 30 ans devant nous, la vraie superpuissance de demain, c'est l'Europe, si elle sait se rassembler. Les jeunes Européens ne se rendent pas compte à quel point... Vous pensez que l'Europe peut devenir... Elle a tout pour ça. Nous sommes riches, nous sommes cultivés, nous avons un endroit magnifique, nous sommes très convoités, mais si nous laissons le monde comme il est, avec des États-Unis qui sont une superpuissance, la Chine qui a envie de l'être, et nous, riches et puissants, mais désarmés au milieu, on va être dépecés, coupés en morceaux, et on va s'affaiblir. Et donc il y a besoin de quoi, selon vous, pour que l'Europe puisse se réveiller et prendre son pouvoir? Que les Européens pensent à 30 ans, qu'ils se rendent compte que tout seuls, ils sont perdus, que les Français tout seuls, c'est perdu, que les Italiens tout seuls, c'est perdu, qu'on n'aille pas vers des nationalismes où chacun s'isole, mais qu'on pense que tous ensemble, on est les meilleurs. Vers une révolution positive, est-ce que vous pouvez m'en parler? C'est un livre dont j'ai présidé la rédaction, mais que je n'ai pas écrit, qui est un livre collectif, dans lequel on a été mégalomane, on a interrogé à la cantonade la planète, et on a demandé à des milliers de personnes, 60 000 personnes ont répondu à travers le monde, dans 50 pays, pour dire qu'est-ce qu'il faudrait faire de bien pour que le monde aille mieux. Et on l'a rassemblé en 20 propositions. Si ces 20 propositions étaient appliquées, le monde irait beaucoup mieux. Par exemple, une d'entre elles? Une d'entre elles, c'est faire en sorte que tout le monde ait accès à la prévention, de façon à connaître son état de santé avant qu'il soit malade. La deuxième, c'est maîtriser l'intelligence artificielle pour éviter qu'elle devienne dangereuse. La troisième, c'est augmenter le prix du carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Toutes des propositions qui sont faisables, réalistes, pas coûteuses, et qui supposeraient que les pays du monde acceptent de considérer que chacun tout seul, on ne pourra rien. Pour terminer dans cette idée-là, qu'est-ce que nous, on peut faire à l'échelle individuelle dans l'idée d'implémenter ces solutions? On peut faire beaucoup de choses. D'abord, on peut signer la pétition de ce livre pour faire qu'il y ait un maximum de gens qui l'appuient. C'est très important parce que si on est des millions, ça aura beaucoup d'impact. Et on doit, dans sa vie quotidienne, se conduire comme ça. On doit être gentil, on doit être altruiste, on doit s'occuper de façon modeste du climat en faisant attention à ce qu'on consomme, à la façon dont on traite les déchets, en étant respectueux des autres, en étant respectueux des enfants, en maltraitant personne. Si on fait déjà tout ça, c'est déjà facile. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année.
Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.